l'occasion de revoir un certain nombre de seuils, de plafonds, de planchers, et cetera, en fait, de chiffres clés. Il y en a toute une page. Je vous en ai retenu quelques-uns qui paraissent importants. On note notamment les seuils des régimes micro. Heu, pour que, y a-t-il un problème? Non, ça va? Pour que conserver le régime, le bénéfice du régime, reprendre et là? Voilà, c'est bon. OK, bien. Je suis désolé, j'ai quelques micro-coupures qui déconnectent, en partie. Voilà. Alors parmi, donc les chiffres les plus importants, vous aurez ceux relatifs au régime, micro, divers régimes micro, le micro BNC, donc qui a progressé, les micros BIC et puis le micro, BA, le plafond d'application de ce dernier étant passé de 85 800 € à 91 900. Chiffre applicable au 1er janvier 2023 en considération des recettes des exercices antérieurs. Progression également du seuil du réel simplifié et application du BA en GAEC. Pour ceux qui sont en GAEC, vous savez qu'on a une multiplication par le nombre d'associés jusqu'à 4 et puis ensuite la règle est un petit peu plus compliquée. Là, vous avez donc ce plafond-là. Également un chiffre qui a paru utile de rajouter, c'est le plafond des autres revenus, plafond annuel des autres revenus, au-delà duquel il n'est plus possible d'imputer un déficit agricole. Donc une mesure qui ne vise que les plus réactifs, qui disposent d'autres revenus qu'agricoles, de montants assez importants, puisque ce plafond est fixé pour l'année à venir et les suivantes, jusqu'à modification à 119 675 €. Une petite remarque concernant le prélèvement à la source, je parle à des indépendants essentiellement. Le prélèvement à la source sont pour vous surtout des acomptes. Pour les salariés et les pensionnés, ce sont des prélèvements opérés sur les salaires ou pensions. Les prélèvements et les acomptes sont déterminés en considération de l'imposition de l'année précédente. Si le contribuable a le sentiment que l'imposition qui va être la sienne au titre de l'année, considérée de l'année N va baisser, il est en mesure d'aller demander au service des impôts ce qu'on appelle une modulation à la baisse, c'est-à-dire de recalculer à la baisse ses prélèvements ou ses acomptes. Pour ce faire, il faut qu'il fasse état d'une baisse d'imposition qui était autrefois de 10 et qui là est portée à 5 pour rendre effectivement plus facile l'application de cette modulation à la baisse. Alors bien sûr, petite remarque, il ne s'agit que d'acomptes ou de prélèvements qui vont donner lieu par la suite à, la détermination quand même de l'impôt sur le revenu, calculé selon les modalités habituelles et s'il y a un trop perçu par, l'État, le Trésor, restituera, ça en général à la rentrée et si au contraire, le contribuable n'a pas assez versé, il va faire un rappel. Donc de toute façon, les sommes font toujours l'objet d'un rééquilibrage à un moment donné. Savoir aussi que si la modulation à la baisse est demandée à tort, c'est-à-dire que si l'imposition n'a pas baissé ou n'a pas baissé dans les proportions ici de 5 eh bien, les sommes sont rappelées avec cette fois-ci pénalité intérêt de retard. Donc la modulation est une mesure intéressante, mais qu'il faut utiliser quand même avec une certaine parcimonie et en étant certain quand même de son fait et d'une baisse significative de l'imposition. Les revenus fonciers, font l'objet d'une petite retouche aussi. Vous savez que le déficit foncier est imputable sur le revenu global. À concurrence de 10 700 €, les déficits excédentaires étant reportés aux années ultérieures. Vous savez aussi qu'il y a une volonté de lutter contre ce qu'on appelle les passoires, énergétiques, c'est-à-dire les logements formels isolés et que pour mettre un bien en location, le bailleur doit, faire procéder donc à un classement de performance énergétique par un diagnostic établi par un expert et ce diagnostic aboutira à un classement de A pour les logements les plus vertueux, à, G pour les moins vertueux, disons les passoires en question. Ce que la loi prévoit, c'est l'impossibilité de louer d'ici 2025 les logements qui relèvent de la catégorie G et 2028 les logements qui relèvent de la catégorie F. Et pour inciter les bailleurs à faire les travaux nécessaires, eh bien, il a été décidé que lorsque le déficit était occasionné par des travaux de rénovation énergétique qui aboutissaient à un nouveau classement du logement
pour une des catégories A, B, C ou D, eh bien, ce déficit pourrait être déduit du revenu global à hauteur de 21 400 €, soit le double du montant habituel. Donc il n'y a pas de perte a priori de déficit, il y a simplement une accélération de l'imputation de ce déficit pour des logements, pour des travaux portant sur des logements qui, de toute façon, s'ils ne sont pas réalisés, ne pourront plus être à terme donnés en location. Toujours sur la fiscalité immobilière, un petit rappel, depuis, on a eu quelques informations, publiques, à ce sujet, quelques communications, mais à compter de 2023, avant le 1er juillet, eh bien, il faudra aller sur le site impôts.com et faire la déclaration des biens, pardon, d'habitation dont on dispose. Ces informations devront être portées en indiquant s'il s'agit d'une habitation, heu, s'il s'agit de son logement, s'il s'agit d'un bien donné en location, une habitation principale, d'un logement vacant, et cetera. Les informations serviront à établir les diverses impositions locales qui subsistent. Si, au terme de l'année suivante, c'est-à-dire en 1er juillet 2024 pour la première fois, rien n'a changé, c'est-à-dire si vous êtes toujours dans votre logement d'habitation, si votre locataire n'a pas changé, il n'y aura pas lieu de faire une modification. En revanche, en cas de changement, il faudra apporter des indications nouvelles. Vous voyez donc que cette mesure vise à la fois les propriétaires occupants de leur logement, les personnes qui sont en location, les personnes qui ont des résidences secondaires, du moment qu'on est propriétaire d'un bien immobilier, d'un bien d'habitation. Voilà pour ce que je pouvais indiquer parmi les principales mesures relatives à la fiscalité des particuliers. Pour entrer dans les mesures qui intéressent l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire entreprises agricoles comme d'autres, premier point concerne celles qui relèvent de l'impôt sur les sociétés. Nous allons constater donc une baisse, nous avons constaté une baisse de l'IS qui est passée progressivement de 33 un tiers à 25. Mais il faut rappeler qu'il y a également un taux réduit d'IS de 15 qui s'applique pour jusqu'alors les premiers 38 120 € de bénéfices, plafond qui est porté désormais à 42 500 €, pour une différence en termes d'imposition égale donc aux différences de pourcentage sur la variation de valeur, soit à peu près 438 €. La modification est peut-être plus symbolique, mais il faut observer que le plafond 38 120 n'avait jusqu'alors jamais été modifié. Pour rappel, les entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif sont bien sûr des entreprises qui relèvent de l'IS, qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros et dont le capital est détenu majoritairement, c'est-à-dire à 75 au moins par des personnes physiques ou encore par des sociétés elles-mêmes détenues par des personnes physiques à hauteur de 75. Les subventions d'équipement, voici une disposition que le domaine agricole connaît notamment, c'est tout simplement le principe qui veut que lorsqu'une subvention allouée par l'Europe, l'État, la région, tout organisme ou toute puissance publique, subvention pour réaliser un investissement, cette subvention peut être étalée. Et notamment si l'investissement réalisé est un investissement amortissable, eh bien la subvention est étalée sur la durée de l'amortissement, c'est-à-dire qu'elle est réintroduite par parts égales sur toute la durée de l'amortissement. Cette mesure est bien évidemment très intéressante, elle est optionnelle. À défaut, la subvention est intégralement imposable au titre de l'exercice au cours duquel elle a été acquise. Cette disposition ne s'appliquait pas dans deux hypothèses, notamment quand certains fonds viennent de certaines structures européennes qui n'entraient pas dans la catégorie des organismes publics visés. Une petite adaptation du texte les a fait rentrer. Et puis le deuxième point qui nous interpellait plus, c'était celui des certificats d'économie d'énergie, qui, pour résumer le dispositif, sont des sommes versées par certaines entreprises à d'autres entreprises partenaires pour que celles-ci réalisent des investissements vertueux sur le plan environnemental et en termes de consommation d'énergie. Ces sommes étant versées par des organismes privés n'entraient pas dans le champ de la mesure d'étalement, et de sorte que un certain nombre de nos adhérents ont perçu ces montants importants et ne pouvaient pas les étaler.
La loi de finances corrige ce qui semblait quand même une anomalie et permet d'étaler les subventions ainsi acquises, alors même qu'elles proviennent d'entreprises privées. S'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est une contribution que n'acquittent pas les exploitants agricoles, c'est une des deux composantes de la contribution économique territoriale qui a remplacé il y a un certain nombre d'années la taxe professionnelle. Eh bien, avec la cotisation foncière des entreprises, cette CVAE va disparaître sur 2 ans, c'est-à-dire qu'elle va disparaître à compter de 2024 et au cours de l'année 2023, son montant sera divisé en 2, tout simplement en divisant les taux de calcul de cette cotisation. S'en suivent tout un ensemble euh, de minimums, de dégrèvements qui eux-mêmes sont divisés en 2. Cette contribution donc tendant à disparaître. Ce qui reste donc la contribution économique territoriale est plafonnée, le principe est dans la loi, elle est plafonnée à 2 de la valeur ajoutée des entreprises, grossièrement les produits moins les charges. Ce plafonnement à 2 va être encore abaissé, la valeur de 2 étant remplacée progressivement par celle de 1,625 puis de 1,25 donc pour une diminution du montant de la contribution économique territoriale. Alors comme chaque année, il y a un certain nombre de crédits et de réductions d'impôts qui sont prorogés, d'autres qui sont supprimés. Là, j'ai isolé dans l'ensemble de ceci ce crédit impôt pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire PME, tout simplement parce que là, c'est un dispositif qui était disparu et qui est ressuscité pour les besoins de la cause. Il vise toutes les entreprises, qu'elles relèvent des secteurs BIC, BA, BNC, qu'elles soient à l'IR ou à l'IS, mais elles concernent exclusivement leurs bâtiments tertiaires, stockage, commercialisation, bureaux administratifs, et pas les zones de production par contre. Et ce crédit d'impôt, qui n'a pas rencontré un grand succès, il faut le reconnaître, qui n'avait dans un premier temps pas été reconduit, il a pu retrouver un certain intérêt à l'occasion des hausses des coûts de l'énergie, des hausses du coût de l'énergie qui peut inviter certaines entreprises à réaliser des travaux sur leurs bâtiments. Dans cette hypothèse, elles pourront bénéficier, lorsqu'elles réalisent certains travaux, d'un crédit d'impôt qui est quand même d'un montant assez substantiel parce que sur toute la période concernée, qui est d'octobre 2020 à désormais fin 2024, eh bien, sur l'ensemble des travaux éligibles, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt qui est de 30 de ces travaux dans une limite de 25 000 euros, 25 000 euros étant le montant du crédit d'impôt. Donc, il est assez élevé. Bon, en revanche, les dépenses ne sont quand même pas non plus tout azimut, elles sont explicites, elles sont déterminées. Vous les avez sur cette diapo. Et je le rappelle, ça vise exclusivement les bâtiments tertiaires. Donc, il est vrai que certaines productions, notamment la production agricole, peuvent ne pas disposer de nombreux bâtiments tertiaires éligibles au bénéfice de cette mesure. Il apparaît quand même utile de la rappeler. Et puis un autre crédit d'impôt qui a été prorogé, qui est celui en faveur de la formation des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour ses heures de formation. Alors certaines heures de formation, celles qui relèvent de la formation continue, formation professionnelle, ils sont déterminés comme suit. Le plafond est déterminé comme suit. On prend l'ensemble des heures de formation dans les limites de 40, auxquelles on applique le taux horaire du SMIC. Et pour les petites entreprises au sens européen, c'est-à-dire l'ensemble des adhérents de Serre France, eh bien, ce crédit d'impôt peut être multiplié par 2. Alors, c'est un crédit d'impôt qu'on oublie souvent, mais il est intéressant à connaître quand le chef d'entreprise envisage une formation complémentaire, parce que là, il trouve le moyen d'en financer en tout ou partie. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que la multiplication par 2, le doublement de ce plafond de crédit d'impôt, lui entre dans l'application du plafond de ce qu'on appelle les minimis, c'est-à-dire le montant maximum d'aide auquel une entreprise peut avoir quand ces aides ne sont pas des aides agréées par l'autorité européenne. Je précise, s'agissant du crédit d'impôt précédemment vu rénovation énergétique, celui-ci bénéficie d'un plafond beaucoup plus élevé qui est de 200 000 euros sur une période glissante de 3 ans.
S'agissant des mesures qui intéressent plus particulièrement les exploitations agricoles, on va dans un premier temps parler de la déduction pour épargne de précaution qui a fait suite à la DPA et elle-même qui a fait suite à la DPI. Cette déduction pour épargne de précaution rencontrait un certain succès, c'était une mesure temporaire et donc le législateur, eu égard à l'intérêt qu'elle suscite, a décidé de la proroger jusqu'au 31 décembre 2025. Bon, vous savez, il y a certaines prorogations qui font que des dispositifs deviennent pérennes. Là, on est sur des prorogations par cycle, avec une deuxième mesure qui est l'indexation sur l'indice des prix à la consommation des divers plafonds que comporte la DEP. Sachant que le seul plafond qui est pas concerné par cette réévaluation est le plafond pluriannuel. Pour ceux qui pratiquent déjà des DEP, il s'agit simplement du maximum de déduction pour épargne de précaution qu'on a pu constituer, qu'on n'a pas encore utilisé. Alors cette mesure de maximum n'est pas une brimade, hein, c'est au contraire une mesure pour protéger l'entreprise afin qu'on continue pas à mettre des sommes imposables en report et qu'on s'asseye sur un peu des bombes à retardement, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien réintroduire ces sommes dans l'entreprise. Donc, on a un plafond qui, lui, reste intangible de 150 000 euros. Deux crédits d'impôt qui étaient temporaires, qui le sont toujours, mais qui ont néanmoins été prorogés d'1 an et qui ont suscité en tout cas beaucoup d'intérêt si je prends en compte les nombreuses questions que j'ai reçues à leur sujet. Le crédit d'impôt pour la non-utilisation de glyphosate et le crédit d'impôt certification HVE niveau 3. Alors ces deux crédits d'impôt, je les suppose connus. Le premier, non-utilisation du glyphosate, est parfois improprement appelé sortie du glyphosate. On n'a pas besoin de sortir du glyphosate, il suffit de ne pas utiliser de glyphosate au cours de l'année civile pour pouvoir être éligible à ce crédit d'impôt, qui au surplus, étant validé par l'Europe, n'entre pas dans l'appréciation du plafond des minimis. Quant au crédit d'impôt HVE, c'est un crédit d'impôt qu'on ne peut demander qu'une fois. Crédit d'impôt glyphosate, on peut le demander chaque année. Crédit d'impôt HVE, on peut le demander qu'une fois, l'année où on a une certification HVE au niveau 3. Ce crédit d'impôt est cumulable avec le crédit d'impôt bio, au contraire du crédit d'impôt non d'utilisation du glyphosate, qui lui est cumulable avec aucun des deux autres. Et ce crédit d'impôt est cumulable avec le crédit d'impôt bio dans une enveloppe globale qui est de 5 000 €, dans laquelle on va retrouver le crédit d'impôt bio, le crédit d'impôt glyphosate et les aides perçues pour obtenir la certification HVE. Sachant que le crédit d'impôt biologique, lui, il est lui-même dans une enveloppe globale avec les aides à la conversion bio. Alors tous ces éléments font que compatibilité, non-compatibilité, le crédit d'impôt glyphosate, lui, rien n'interdit de le cumuler avec les aides reçues pour la conversion bio, fait qu'il y a quand même, pour ceux qui sont éligibles à ces dispositifs, et ce sont souvent les mêmes, eh bien, des arbitrages à faire et qui peuvent être au profit de l'un ou de l'autre en fonction de la circonstance, des aides perçues par ailleurs, des cumuls possibles ou pas possibles. Il y a un petit travail intéressant à faire. En tout état de cause, il serait surtout dommage de passer à côté quand on est éligible à l'un ou à l'autre. Alors, je précise que le crédit d'impôt HVE, certificat HVE, lui, entre dans l'appréciation du plafond des minimis. Ce qui est peut-être le plus gros point pour notre secteur d'activité, c'est une modification du taux de TVA avec l'élargissement de l'application du taux réduit de 5,5% dans le secteur agroalimentaire. Jusqu'alors, relevé du taux de 5,5, les denrées alimentaires ou les produits entrant dans la composition des denrées alimentaires pour l'homme, on avait à côté un taux de 10% pour les produits agricoles, puis le taux de 20%, taux normal, lorsqu'on échappe aux deux premiers. Ce que la loi de finances pour 2023 a prévu, c'est d'élargir le bénéfice du taux réduit de 5,5 aux aliments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires et aux produits d'origine agricole d'un type normalement destiné à être utilisé dans l'agriculture. Ces deux définitions sont assez larges et on va s'apercevoir qu'au terme de la mise en place du dispositif, l'application du taux de 5,5 sera quand même le plus souvent retenue. L'application sera la plus fréquente pour le taux de 5,5.
Alors, quels sont les animaux visés? Les animaux dont l'alimentation peut bénéficier de taux de 5,5, ben, on l'a dit, les animaux qui sont nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Ce que la doctrine administrative, les BOI de l'administration nous disent, c'est qu'en fait, on écarte simplement les animaux qui sont animaux de compagnie, des animaux d'ornement, d'expérimentation, élevés pour leur fourrure, des animaux de cirque, etc. Et cela alors même que leur consommation serait possible. C'est-à-dire que si vous prenez de manger un de ces animaux-là, ça n'en ferait pas pour autant un animal destiné à l'alimentation humaine. Donc, j'aperçois que le spectre est assez large et que le champ des animaux visés par la mesure est donc très très large. On y retrouvera tous ceux qui sont élevés pour leur viande, mais aussi ceux qui sont élevés parce qu'ils vont produire des œufs, du lait, etc. Ne sont pas éligibles à ça alors tout ce qui est aliment, tout ce qui peut être donné pour l'alimentation de l'animal entre dans la mesure. Ce qui échappe, c'est tout ce qui est produits vétérinaires, c'est-à-dire les médicaments ainsi que les aliments médicamenteux qui sont des mélanges d'aliments et de médicaments. Entre produits d'origine agricole, la pêche, pisciculture, l'aviculture, normalement destinés à être utilisés en production agricole, là aussi le spectre est très large puisqu'on vise tous les produits du règne animal ou végétal, vivants ou morts, issus de la production agricole, et ils sont destinés à être utilisés en production agricole qu'on désigne comme la culture, la viticulture, l'élevage, la reproduction, l'engraissement. Donc ça, c'est aussi un dispositif qui est très large d'application. Le premier vise certains animaux, mais de manière assez large. Là, d'une manière globale, on va retrouver énormément de choses dans sous cette description. Donc les livraisons de ces produits vont relever désormais du taux de 5,5, désormais à compter du 1er janvier 2023. On est obligé de parler des opérations à façon parce que les opérations à façon, on en rencontre pas mal dans le domaine agricole. Je rappelle rapidement que le façonnier ne sera jamais propriétaire des produits sur lesquels il travaille, qui appartiennent toujours au donneur d'ordre. Il va les transformer, ça c'est très important, il va les transformer, il va les restituer en quantité identique et il a la possibilité d'apporter de manière marginale quelques ajouts à ses produits pour les transformer. Ça, c'est la définition des travaux à façon. Et le Code général des impôts nous dit que lorsque ces travaux à façon contribuent à la production d'un produit qui sera utilisé dans l'agriculture, utilisé dans la préparation d'un alimentaire ou consommable à l'état par l'homme, et bien dans ces cas-là, le taux va appliquer à la prestation de façon sera le taux qu'on appliquera à la livraison du produit. Très concrètement, si le façonnier travaille un produit agricole et rend un produit consommable dans l'état par l'homme, eh bien, le travail du façonnier donnera l'objet d'une facturation à 5,5. Les travaux agricoles, il n'y a pas de définition fiscale en matière de TVA à travaux agricoles, mais un bon nombre de travaux agricoles se retrouvent dans les travaux à façon, séchage de céréales par exemple, de certains travaux de ramassage, etc. Et dans ces cas-là, eh bien, selon le produit qui va être cultivé, travaillé, etc., eh bien, on aura également l'application d'un taux de 5,5. Sachant par ailleurs que par tolérance administrative, c'est-à-dire par une disposition prise par l'administration qu'on ne trouve pas dans le CGI, eh bien, les travaux de préparation des sols, labour, binage, herbage, discage, nous disent la doctrine, bénéficient également de ce taux réduit de 5,5. Donc on voit que là aussi, on aura des travaux qui relèveront du taux de 20%, mais beaucoup de travaux qui relèveront du taux de 5,5. Ce qui disparaît pratiquement, c'est le taux de 10%. Alors justement, une fois qu'on a dit qu'assez largement on appliquerait ce taux de 5,5, il faut dire quelques mots sur les produits qui restent au taux de 10%. Eh bien, on va retrouver les produits de l'horticulture, la floriculture d'ornement, qui n'ont subi aucune transformation. Pourquoi? Parce que pour la TVA, l'horticulture, la floriculture ne sont pas des activités agricoles, relèvent de leurs règles qui sont propres. Je précise que si l'horticulture, la floriculture aboutit à la livraison d'un produit qui a fait l'objet de transformation, des couronnes par exemple, etc., là on sera du taux de 20%, mais ça c'est une préoccupation qui est plutôt celle des fleuristes que des horticulteurs.
Le bois de chauffage ainsi que tous les produits de la sylviculture destinés au chauffage relèvent également du taux de 10% et continuent en dépendre. Et puis ensuite, tous les intrants également, qui sont tous les engrais, les amendements, les matières fertilisantes, qui restent au taux de 10%. Et reste au taux de 20%, les produits administrés aux animaux qui ne constituent pas des aliments, ce qu'on a dit tout à l'heure, les compléments, les produits pharmaceutiques, les aliments pharmaceutiques, etc. Et puis les produits agricoles qui ne sont pas destinés à être utilisés dans la production agricole, c'est-à-dire les céréales qu'on va livrer pour faire des biocarburants, le lin ou le chanvre qu'on va livrer à l'industrie, les animaux de compagnie, les drôles de combat par exemple, etc., etc. Là, on va se retrouver encore sur du taux à 20%, mais vous voyez, on est sur la marge. Je précise en outre que, et ça n'a pas été non plus modifié par la loi, certaines denrées alimentaires, certains aliments relèvent quand même du taux normal de 20%, sont des produits qui ont été étiquetés produits de luxe, on va y retrouver, ou alcooliques, on va y retrouver le vin, et on va y retrouver la confiserie, on va trouver quelques produits comme ça. Et là, on est sur une liste limitative. Voilà pour la question de la TVA. Après, deux autres petites mesures qui intéressent le secteur agricole, les baux à long terme que vous devez connaître. Le bail à long terme permet de transmettre de manière gratuite, c'est-à-dire par donation ou succession, les biens ainsi loués par bail à long terme, avec une exonération sur les droits, en fait sur l'assiette des droits, de 75% jusqu'à 300 000 € de valeur des biens transmis et de 50% au-delà. Ce que la loi de finances propose, c'est que de manière optionnelle, ce seuil de basculement de 75 à 50% soit rehaussé à 500 000 €. De manière optionnelle, pourquoi? Parce qu'il y a un corollaire, et ce corollaire, c'est que celui qui reçoit les biens par donation-succession s'engage à les détenir non pas pendant 5 ans, comme c'est le cas habituellement, mais pendant 10 ans. D'expérience, cette durée ne pose généralement pas un gros problème dans nos familles agricoles. Et puis, dernier slide également, s'agissant de la taxe à l'essieu. La taxe à l'essieu est une taxe qui s'appelle ainsi en pratique, mais qui a connu plusieurs noms au fil du temps. Son terme, sa dénomination exacte aujourd'hui, c'est la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises. Reprenez votre souffle. Donc, dite taxe à l'essieu. Et le texte avait fait l'objet de quelques modifications l'année dernière. Il était apparu que l'exonération dont pouvaient bénéficier les exploitants agricoles était quand même un peu limitée, puisqu'elle ne portait selon le texte que sur les véhicules utiles au transport des récoltes. Alors, le syndicalisme était monté au créneau et avait obtenu des assurances verbales qu'il n'y avait pas là une volonté d'aller rechercher d'autres véhicules et que le texte serait modifié dès l'année suivante, c'est-à-dire 2023, promesse tenue, puisque aujourd'hui, les véhicules agricoles échappent à la taxe à l'essieu s'ils remplissent ces 3 conditions cumulatives. Ils doivent être utilisés pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux, de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale, nécessaires à une activité agricole ou forestière, en ratisse large. L'entreprise affectataire, c'est-à-dire celle qui utilise le véhicule, c'est un exploitant agricole ou un exploitant forestier, une CUMA, un entrepreneur de travaux agricoles ou un entrepreneur de travaux forestiers. Et troisième condition, ces véhicules sont utilisés sur des trajets au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière. Donc on le voit, on a un spectre assez large, ce qui permet de dire que les véhicules de l'exploitation agricole, forestière ou les entreprises de travaux agricoles ou des CUMA sont quand même assez largement exonérés. Voilà, j'en ai fini de cette petite présentation que j'espère pas avoir à mener de manière trop rapide, mais le temps nous est quand même un petit peu compté, pour vous permettre de recevoir toute l'information nécessaire à la PAC ensuite. Je voulais savoir si vous aviez des questions sur ces points exposés. Mireille, vois-tu des questions? Moi, j'aurais juste une question. Merci beaucoup pour cette présentation claire. Pourrait-on bénéficier ensuite de la présentation électronique, sous forme électronique ou pas? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Pourrons-nous profiter
Pourrons-nous avoir une copie électronique de votre présentation? Ah d'accord, bah, écoutez, probablement, il y a pas de Voilà. souci à ce sujet. J'ai pas de droit d'auteur à Mmh. réclamer à cet égard. Bon, enfin, ce serait chouette. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Eh bien écoutez, si je n'ai pas de questions, je ne sais pas si j'ai été clair ou assommant, mais il ne me reste plus qu'à passer la parole, à passer la parole Mireille. Gilles, Oui? est-ce on a juste une question dans la conversation. À partir de quelle date doit-on appliquer la TVA à 5,5 sur les travaux agricoles? Alors pour, donc sur vous m'avez encore là? J'ai un petit souci à nouveau. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? On t'entend, mais le PowerPoint, on voit plus le support, en fait. On voit D'accord, plus ton oui. support PowerPoint. Bon, Tu es ça sur va. un autre écran. Oui, 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 le voilà peut-être. Alors, oui, pour ce qui concerne donc la 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 l'entrée en vigueur, excusez-moi, j'essaie de régler mes problèmes informatiques en même temps que je vous parle. Donc pour ce qui concerne l'entrée en vigueur de la loi, c'est le 1er janvier 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelle le fait générateur de l'impôt. Alors s'agissant des livraisons, eh bien, s'agissant des biens, des ventes de marchandises, par exemple, c'est la livraison qui est considérée comme le fait générateur. Donc, c'est à partir des livraisons 2023 qu'il y aura lieu d'appliquer le taux de 5,5. Pour ce qui concerne les prestations de services, c'est la réalisation de la prestation de service même. Donc, pour des travaux agricoles qui auraient été réalisés à l'automne 2022, eh bien, ils vont continuer à relever des taux antérieurs, donc où on trouvera notamment du 10%. Et pour ceux qui seraient réalisés là maintenant, eh bien, ils relèveraient du taux de 5,5. Est-ce que ma réponse vous a paru claire? OK. D'autres questions? Alors, heu, tu as une question dans la conversation? Mhm. Tu as une Oui, question dans la conversation, Gilles? ah d'accord, je vais la Concernant chercher. Je pensais que tu allais Concernant la vente de fourrage ou paille, voilà, tu dans les parcs peux animaliers. Voilà, effectivement, quelle TVA appliquer du coup? Ben effectivement, si c'est une livraison de paille pour un parc animalier, donc on est plus dans le cadre d'une production agricole, là on sera sur du taux de 20. Donc les travaux facturés en janvier à 10% doivent être rectifiés. Oui, je pense qu'il y aura une petite, je pense et j'espère qu'on aura une petite, zone de tolérance de l'administration par rapport aux erreurs de taux. Mais dans l'hypothèse où effectivement il n'y aurait pas, il faudrait mieux rectifier les factures établies. Alors attention, je parle des factures établies en 2023 sur des prestations réalisées en 2023. Si le travail a été fait en 2022 et facturé en 2023, j'utilise toujours le taux de 10% de l'année précédente. Hein, c'est le fait générateur. Si vous voulez, on a deux éléments. On a en matière de TVA, sans vouloir être très technique, on a ce qu'on appelle le fait générateur et on a ce qu'on appelle l'exigibilité. Le fait générateur, c'est l'élément qui déclenche le fait qu'on va devoir de la TVA, ce qui est la livraison du bien ou la prestation de service. Donc, c'est quelle date est-ce que ça a été réalisé? Alors donc, vente de paille et de fourrage pour les élevages, ce sera à 5,5. Oui, effectivement, la vente de fourrage, que vous ferez à un voisin qui a des, des ovins, des bovins, effectivement, vous le livrerez à 5,5 en effet. Ah, les centres équestres. Alors là, les centres équestres, je redoutais un petit peu la question. En toute logique, la vente de fourrage, d'aliments pour les chevaux à un centre équestre devrait relever du taux de 20%. Ça serait la logique à appliquer. Pourquoi? Parce que, en matière de TVA, le centre équestre n'est pas une activité agricole. En matière de TVA et c'est, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 11 ans cette année, la France
s'est fait démonter devant la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle considérait l'ensemble des activités équestres comme des activités agricoles au regard de la TVA. De consolation, la France n'était pas le seul pays épinglé à cette occasion-là. Il y en avait bien d'autres, à commencer par nos voisins allemands. Donc, ce n'est pas une activité agricole. Donc, normalement, tout ce qui sort là devrait faire l'objet d'une taxation à 20%. Les seuls chevaux qui relèvent de l'activité agricole au sens de la TVA, ce sont les chevaux de boucherie ou les chevaux qui ont vocation à être utilisés comme animaux de trait sur les exploitations agricoles. Mais pourquoi j'ai une petite réserve à cet égard, c'est que la doctrine administrative indiquait auparavant un taux de 10%, ce qui n'était pas normal non plus. Le taux qui aurait dû être appliqué, celui de 20. Taux de 10%, dans la majeure partie des cas, sera remplacé par un taux de 5,5. Donc, je vous dirais aujourd'hui, sans une analyse, en restant purement sur le texte, ça serait du 20%. Mais je parierais presque qu'on aura une prise de position de l'administration dans la commentaire de la loi, ce qu'on appelle sa doctrine, qui est opposable, où elle risque fort de nous amener sur un taux réduit. Donc là, j'ai presque envie de dire un peu joker, si les factures ne peuvent pas atteindre, appliquer le taux de 20, mais en sachant qu'on a de fortes chances d'avoir un retour vers un taux réduit, parce que d'une manière qui n'était pas plus légale, on avait le taux de 10 qui est aussi un taux réduit qui était pratiqué les années antérieures. Applicable depuis le 1er janvier, même si la récolte de 2002. Alors, ce n'est pas la récolte, hein, c'est bien la livraison de celle-ci qui va être déterminante. Gilles, excuse-moi, mais là, est-ce qu'on peut proposer que les questions suivantes soient traitées par mail? Oui, bien sûr. Parce je comprends très bien, là, le moi, temps passe. Oui, parce que là, c'est juste impossible pour moi de faire ce que j'ai à faire là. Tu fais très bien de rappeler d'être maître du temps, j'en suis désolé. Donc, on va mettre fin aux questions. De toute façon, je n'en vois plus s'afficher. Si vous avez d'autres interrogations par là, effectivement, passez par votre agence, par votre comptable, et qui, au besoin, reviendra vers moi si nécessaire, s'il n'a pas déjà les éléments pour vous répondre. Mireille, excuse-moi d'avoir été trop long. De rien. À bientôt, Merci à Gilles. tous. Au revoir. Voilà. Donc, alors je vais partager. Alors, fenêtre. Donc, bonjour à tous. Alors, donc, logiquement, il me reste 50 minutes pour faire une présentation qui prend 2 heures. Alors, du coup, je vais essayer d'accélérer, bien sûr. Je vais essayer d'aller spécialement là où j'ai eu le plus de questions dans mes présentations des réunions précédentes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mireille Schneider, donc conseillère de gestion sur la Tour du Pin en Isère et donc spécialisée sur la PAC depuis 2003, ça fait 20 ans. Voilà. Donc, je vais attaquer tout de suite. Vous pouvez poser des questions dans la conversation et Alessia m'indiquera qu'il y a des questions et elle va indiquer aussi mon mail où vous aurez possibilité de poser des questions plus personnelles concernant votre exploitation. Alors, donc pour cette nouvelle réforme de la PAC qui s'applique dès 2023, la première chose à voir, c'est quelle est l'éligibilité du demandeur. Il faut qu'il soit, pour qu'il soit agriculteur actif, pour qu'il soit reconnu comme agriculteur actif, on va voir qu'il y a de nouvelles règles. Ensuite, donc s'il n'est pas reconnu comme agriculteur actif, il ne pourra pas bénéficier des aides PAC, et ce, dès cette année. On va voir aussi que donc les premier pilier, deuxième pilier, donc c'est comme les grandes nouveautés sur le premier pilier, ce sont les écorégimes, avec un mot un peu bizarre qu'il va falloir intégrer, qui s'appelle les IAE, infrastructures agroécologiques, j'y reviendrai. En gros, ce sont les SIE, surfaces d'intérêt écologique que l'on connaissait sur l'ancienne réforme, moins les surfaces en production. Voilà, donc on y reviendra. Ce qui caractérise cette réforme, c'est une conditionnalité renforcée et cette conditionnalité, elle va s'appliquer à l'ensemble des aides. Cela veut dire qu'en cas de non-respect des règles et bien sûr en cas de contrôle, le pourcentage de pénalité qui sera appliqué sera sur l'ensemble des aides PAC. Le système S3R, 3STR, qui est le nouveau système de suivi des surfaces en temps réel, on n'aura pas trop le temps de l'aborder.
mais il faut que vous reteniez qu'il se met en place dès 2023 pour l'ensemble d'entre vous. Il s'agit d'une série de photos qui est faite très régulièrement sur vos exploitations et je crois à peu près toutes les semaines. Et vous serez contacté, donc elles sont analysées à l'ASP par les personnes qui vont s'occuper de traiter les dossiers. Et quand ils auront un doute sur ce qu'ils voient, ils vont vous envoyer ils vont vous envoyer un mail. Il vous faudra télécharger une application ou faire télécharger par quelqu'un qui est en capacité de le faire et qui a un téléphone qui pourra le faire, donc Android ou Apple. Et cette application va vous guider pour aller faire la photo afin d'éviter que le contrôleur se déplace. Alors, ça a beaucoup d'inconvénients, mais ça aura un gros avantage. Ce système va vous permettre de pouvoir modifier vos déclarations après la date du 15 mai. C'est ce qu'il faudra retenir. Pareil, hein, voilà. La définition de l'agriculteur actif, il faut, pour bénéficier des aides PAC, remplir le double critère d'être affilié à l'ATEXA, l'assurance accident du travail, et de ne pas avoir activé sa retraite si on a plus de 67 ans. Et ça, ces règles sont appliquées dès cette année, dès 2023. La pluriactivité ne posera pas de problème. La pluriactivité ne posera pas de problème si les critères donc, de l'ATEXA et de l'activation et de la non-activation de la retraite sont respectés. Il n'y aura pas d'exception, c'est-à-dire que tous les régimes de retraite sont concernés. C'est-à-dire que si on a par exemple, on a le cas dans nos clients, d'agriculteurs qui ont transmis leur exploitation à leur épouse, et l'épouse elle-même touche une petite retraite du régime général de l'ordre de 250 ou 300 € par mois. Et ben, à partir du moment où cette agricultrice aura plus de 67 ans, elle ne pourra plus être reconnue comme agricultrice active et ne pourra plus bénéficier des aides. Donc, pour les personnes morales, les sociétés EARL, GAEC, à partir du moment où un associé respecte les conditions, la structure sera éligible. Par contre, pour les structures qui sont différentes, style SARL, ASA, SAS, tous les dirigeants vont devoir respecter les règles. Donc, si vous avez un doute à vous demander si vous êtes reconnu comme agriculteur actif, je vous propose de vous rapprocher de votre comptable et de votre juriste préféré pour qu'il puisse regarder, valider si vous l'êtes ou pas et regarder quelles sont les pistes pour récupérer donc le statut d'agriculteur actif. Concernant les DPB, on a une revalorisation de l'enveloppe globale qui va passer de 115 € en moyenne à 128 € plus 11%. Cela, vous allez le voir dès 2023 et 2024. Ensuite, à partir de 2025, il va y avoir une poursuite de la convergence. La convergence des aides, c'est une partie de vos aides converge vers une moyenne, la moyenne nationale, donc qui elle-même a augmenté. Et donc, ce qui va se passer, c'est que sur l'ancienne réforme, on avait 70% de la valeur de vos DPB qui convergeait vers cette moyenne, ou diverger, hein, si on est sur des valeurs de DPB qui sont au-dessus de la moyenne. Et là, ça va être 85%. Donc, nous, sur l'Isère, on a globalement plutôt des exploitants qui vont être bénéficiaires de cette convergence, puisqu'en plus, la moyenne a augmenté à 128 €. Mais les tabaculteurs, par exemple, qui pouvaient avoir des DPB très élevés, vont être pénalisés, ils vont être plafonnés à 1 350 € en 2023 et en 2024, donc par DPB. Et ensuite, ils seront, la valeur des DPB sera diminuée à 1 000 €. Avec quand même un garde-fou où la baisse maximum de l'ensemble de leur DPB ne pourra pas atteindre plus de 30%. Voilà. On a vu aussi
que donc le soutien, donc le paiement redistributif ne change pas. Et le soutien, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour activer le paiement redistributif, qui est donc plafonné à 52 hectares, il suffit d'avoir une fraction de DPB. On n'est pas obligé de détenir un portefeuille de DPB complet. Le soutien à l'installation. Alors, le budget augmente et donc il va y avoir une surprime valorisée à 4 400 €. Il y a une continuité avec le paiement JA de la programmation précédente, c'est-à-dire qu'un JA, quelqu'un qui reçoit l'aide paiement JA depuis 4 ans, la 5e année, il va être bénéficiaire de ce nouveau paiement JA forfaitaire, qui ne sera plus à l'hectare. C'était à peu près, ça représentait sur 37 hectares, 2 300 € à peu près sur l'ensemble. On a une application partielle de la transparence du GAEC. Je m'explique, sur le GAEC, la durée des 5 ans maximum d'aide complémentaire JA, elle va s'appliquer sur le GAEC et non sur les associés du GAEC. C'est-à-dire si on a déjà un JA qui a bénéficié de l'aide du paiement JA au titre même de la programmation précédente et qu'un nouvel associé JA s'installe, il ne pourra pas en bénéficier. De même, si on a un JA qui a, donc si on a un JA qui est à 2 années, on va aller jusqu'à 3e année, 4e, 5e année pour la nouvelle aide JA et après ça sera terminé. Voilà. Alors, petit slide sur la définition entre jeune agriculteur et nouvel installé. Les conditions pour être jeune agriculteur au regard de la PAC, donc c'est d'avoir 40 ans maximum au moment de la première installation. Et d'être à une première installation, c'est-à-dire quelqu'un qui était par exemple, installé en cotisant solidaire et double actif et qui veut s'installer en tant que jeune agriculteur exploitant à 100%, on va considérer qu'il n'est pas dans le cas d'une première installation. Donc, il ne sera pas JA au regard des aides PAC. Vous regardez aussi, il y a des conditions de diplôme niveau 4 ou niveau 3 avec une expérience, ou si on n'a pas de diplôme, une expérience pro-agricole, c'est-à-dire par exemple être salarié sur une exploitation agricole, 40 mois dans les 5 années précédentes. Les conditions pour être nouvelle installée, elles ont un petit peu changé. On n'a pas de limite d'âge, mais on a une limite de diplôme qui est nécessaire. Donc un diplôme Bac plus 2, quelle que soit la spécialité, et une expérience agricole d'au moins 24 mois dans les 3 dernières années. Donc, je suppose que, par exemple, une conjointe d'exploitant qui est conjointe collaborateur et qui, après, si son mari prend sa retraite, reprend l'exploitation, je suppose qu'on va pouvoir considérer que là, elle a une expérience agricole. Mais je pense que si elle n'a pas été conjointe collaborateur, je ne sais pas comment on va pouvoir le prouver. Donc, ça, ce sera des questions à poser ensuite à la DDT au cas par cas. Donc, un nouvel installé n'a pas droit à la DJA, il n'a pas droit à l'aide complémentaire JA. Par contre, il a droit à la réserve. S'il est installé, par exemple, pour 2023, s'il a été installé après le 1er janvier 2021. Alors, je m'excuse d'aller un petit peu vite, mais je suis un petit peu obligée. Donc, les écorégimes. Alors, les écorégimes, on les retrouve, ils ont pris l'enveloppe des paiements verts. Les règles du paiement vert ont été intégrées à la conditionnalité qu'on appelle maintenant, on dit maintenant qu'il s'agit d'une super conditionnalité, qui va être ce que j'aimerais le plus aborder avec vous parce que je pense que c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur vos exploitations. Donc les écorégimes, en gros, ça correspond à l'enveloppe du paiement vert, le niveau 1 et le niveau 2. Donc on a 3 niveaux, on a le niveau 0, vous ne touchez plus rien. Le niveau 1, 60 € hectare par hectare de SAU. Le niveau 2, 80 € par hectare de SAU. 3 portes d'entrée, les pratiques agricoles, la voie des pratiques agricoles, là on va parler d'assolement, la voie de la certification, on va parler de HVE et de bio, et la voie des infrastructures agroécologiques, là on va parler de toutes ces surfaces d'intérêt écologique non productives, les haies, les bosquets, les arbres alignés, les arbres, les bandes le long des forêts non productives, les jachères. Et donc, on a une voie d'entrée si on a un peu plus que la moyenne demandée.
Le bonus E, je vais très vite dessus parce qu'en fait, il est très exigeant. Il faut avoir au moins 6% d'IAE. Toujours pareil, ces infrastructures agroécologiques, il faut en avoir 6% sur la SAU et 6% sur les terres arables. Et en plus, il faut un label E. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir fait venir un prestataire de service labellisé et répondre à un cahier des charges pour toucher 7 € d'hectare. Voilà, ça ne sera pas très... Alors, sur la voie des pratiques, rapidement, votre SAU est divisé en 3 groupes. Les surfaces en culture permanente, donc la vigne, l'arboriculture. Les surfaces en prairie permanente, qui sont les surfaces qui ont été... qui ont donc une succession de 5 années de couverts herbacés, donc qui sont classés en prairie permanente. Et le reste, on va considérer que ce sont les surfaces en terre arable, même si donc, dans ces terres arables, on va avoir des terres arables annuelles et des terres arables pluriannuelles, comme les prairies permanentes, la luzerne, etc. Donc pour chacun, si sur votre exploitation, vous bénéficiez de surfaces qui vont dans chacun des 3 groupes, à partir du moment où vous aurez, si vous n'atteignez que le niveau 1 sur un des groupes de ces cultures, l'ensemble de l'exploitation ne bénéficiera que du paiement au niveau 1. Voilà. Donc, pour être au niveau 2, il faut atteindre le niveau 2 dans l'ensemble, dans chaque type de surface. Alors, je vais directement sur une question qui nous pose un peu problème, c'est le non-labour des prairies permanentes. Donc, ce non-labour, en fait, c'est distinct du non-retournement des prairies permanentes qu'on avait dans l'exigence du paiement vert. Je vous rappelle, dans le paiement vert, il fallait qu'au niveau régional, on n'ait pas de baisse de l'ensemble des surfaces de prairies permanentes sur la région de plus de 2,5%. Donc, ce taux est porté à 2%. Et c'était par rapport à... donc, ça, c'était par rapport à 2012 et maintenant, c'est porté à 2018. Donc, ça, c'est une règle qui continuera de s'appliquer, qui est dans la conditionnalité des aides, mais c'est une règle différente de celle-ci. Il s'agit là du non-labour pour réimplantation d'une prairie et c'est une règle qui est, voilà, qui est mesurée sur votre exploitation exclusivement par rapport à l'année passée sur votre exploitation. D'accord ? Donc, donc la période d'évaluation du labour, elle s'étend du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N. Donc, si vous souhaitez, on va dire, casser une prairie permanente l'année prochaine, si par exemple, pour la fin 2023, vous souhaitez transformer une prairie permanente en culture, il faudra faire attention de le faire après le 31 août. D'accord ? Par contre, si vous souhaitez labourer une terre pour réimplanter, labourer une prairie pour réimplanter une prairie, en fait, vous pouvez le faire toute l'année, sauf qu'il faut être très vigilant de ne pas dépasser 10% de l'ensemble de vos prairies permanentes pour ne pas vous retrouver déclassé en niveau 1, voire déclassé tout court. D'accord ? Voilà. Alors, je pourrais vous faire passer aussi un petit... j'ai réalisé un agenda qui retrace aussi toutes les dates dont je vais vous parler et on pourra le mettre sur le support. Alors, la voie des pratiques, on a vu donc pour les prairies permanentes, voilà. Pour les prairies permanentes, on a vu qu'il s'agissait de surfaces qui sont labourées pour implantation. Pour les surfaces arables, c'est un barème de points et il faut atteindre 5 points pour avoir le niveau 2. Donc, ce barème de points, il nous montre qu'effectivement, une exploitation 100% herbe va avoir directement les 100 points. D'accord ? En fait, en gros, ça nous montre un peu la direction dans laquelle va cette réforme, cette nouvelle réforme de la PAC. Beaucoup d'herbes, développer les plantes fixatrices d'azote et on verra aussi plus tard, pas de terrain nu. Donc, le barème des points, il s'applique en fonction donc, déjà de vos terres arables, du pourcentage de prairies temporaires et de jachères. Je reviendrai sur les jachères parce qu'en fait, ça va être les jachères qui vont être déclarées avec le nouveau code.
le code JAC, JAC, qui va remplacer, quand on fait les déclarations PAC, les 3 codes qu'on avait, J5M, J6S et J6P. Et on va en reparler parce que vous pouvez avoir actuellement des jachères qui vont être, qui ne seront plus jachères en 2023. Je m'explique. Une jachère qui était classée J6P, c'était une jachère qui avait plus de 6 ans et qui n'était pas en SIE. Elle va être classée en prairie permanente. Voilà. Donc, on va en reparler, c'est important. Ici, donc, vous voyez le barème. Les structures qui ont moins de 10 hectares de terre arable ont 2 points directement. Il faut, je vous fais remarquer aussi que les plantes fixatrices d'azote, pour obtenir des points, il faut qu'il y ait au moins 5 hectares ou plus de 5% des terres arables. Voilà. Voilà. Donc, si on revient en arrière, voilà. Sur la voie de la certification, niveau 1, niveau 2, on a 2 niveaux et on a un niveau supplémentaire. Le niveau 1 va bénéficier aux exploitations qui ont validé une certification environnementale rénovée CE+. Et pour obtenir le niveau 2, il faudra avoir validé, être certifié HVE. Donc, soit le HVE rénové, donc pour 2023, à mon avis, ça va être compliqué parce que le HVE rénové, il est sorti le 18 octobre, je crois. Soit on va avoir des exploitations qui sont certifiées HVE sur l'ancienne formule, et dans ces cas-là, pour qu'elles puissent être acceptées dans la voie de la certification pour les écorégimes en niveau 2, il faudra que ce HVE ancien modèle ait été obtenu avant le 1er octobre 2023. Donc là, c'est une dérogation. Hein. Les exploitations avec un certificat HVE voie A valide au 1er octobre 2022, avant la rénovation, peuvent prétendre à l'écorégime niveau 2 par la voie de la certification, mais ne pourront pas prétendre à l'écorégime niveau 2 par la voie de la certification pour l'année prochaine. S'ils veulent continuer d'utiliser cette voie, il faudra qu'ils refassent une certification du HVE rénové, donc qui est un petit peu plus exigeant. Voilà. Alors, les exploitations en bio vont pouvoir bénéficier, en plus du niveau 2, d'un bonus agriculture bio de 30 € hectare, ce qui va porter le niveau à 110 € hectare par hectare de SAU. Ça va concerner les exploitations qui sont 100% en bio, c'est-à-dire 100% de leur SAU est bio ou en cours de conversion. Par contre, il n'y a pas de cumul. Si cette exploitation a, par exemple, demande l'aide à la conversion agriculture bio sur 100% de ses parcelles, elle ne pourra pas cumuler l'aide CAB avec la voie de la certification, le montant spécifique écorégime. D'accord? Par contre, une exploitation qui est 100% bio, même avec des parcelles qui sont en conversion, et qui n'a par exemple demandé la CAB, l'aide à la conversion bio, que sur les 2-3 dernières parcelles qui sont arrivées récemment, pourra bénéficier sur l'ensemble de son exploitation de cette aide d'écorégime avec le bonus bio, donc de l'aide à 110 € hectare. S'il y a des questions, là, je peux les prendre tout de suite. Il n'y en a pas. OK, parfait. Alors, sur le HVE, voilà. Donc, la certification environnementale rénovée, donc c'est sorti, je crois, 18 octobre ou novembre 2022. Donc, ça va se mettre en place doucement. Et c'est seulement, donc, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ceux qui ont le certificat. Alors, ceux qui ont des certificats qui ont été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, des certificats HVE, ils ne vont pas pouvoir être éligibles pour les écorégimes. Mais par contre, ils restent éligibles pour le crédit d'impôt à la date de la certification. Voilà.
Là, on va aller très vite parce que sur cette voie d'entrée dans les écorégimes, je pense qu'elle va être très peu utilisée. Les aides couplées. Donc, on va aller très vite. Les aides couplées animales, aides ovines et caprines, elles sont maintenues. Veaux sous la mer et veaux bio, c'est une aide unique. Le gros bovin. Donc, maintenant, on n'est plus sur une aide à la vache, vache allaitante, vache laitière. On est sur une aide à l'UGB. Donc, on a 2 niveaux d'aide. Un niveau UGB prix fort, à peu près, donc qui est plafonné à 120 UGB et qui est aussi plafonné à 1,4 UGB hectare. Je m'explique, hectare de surface fourragère. Vous avez une exploitation où il y a 100 hectares de surface fourragère. Donc, surface fourragère, c'est tout ce qui est herbe plus céréales autoconsommées par les animaux si vous êtes éligible à l'ICHN. On va faire 100 fois 1,4, ça va donner 140, donc ça veut dire que le plafond qui va s'appliquer, c'est 120 UGB. Si, par exemple, on était sur une exploitation de 50 hectares de surface fourragère, 50 hectares fois 1,4, ça va nous donner 70. Et donc, ça sera le plafond qui va s'appliquer pour les UGB à prix fort sur votre exploitation. On va avoir des UGB moins rémunérés qui correspondent un petit peu à l'aide bovin-lait et qui vont être plafonnés à 40 UGB. On n'a pas d'addition entre le plafond des 40 et le plafond des 120. Alors, comment ça se passe? Sur l'ancienne réforme, vous faisiez votre déclaration et le nombre de vaches qui étaient éligibles, qui étaient retenues, c'était le nombre d'animaux qui étaient présents le lendemain de votre déclaration, qui pouvaient démarrer entre le 1er janvier et le 15 mai. Là, en fait, si vous faites la déclaration aujourd'hui, 16 février, donc on va compter 6 mois, 16 février, 16 mars, avril, mai, juin, juillet. Et donc le 16 août, ça va être la date de référence, c'est la date à laquelle on va compter combien vous avez d'animaux qui ont plus de 16 mois et qui sont présents depuis plus de 6 mois sur l'exploitation. En plus, on va déterminer la date de référence de l'année dernière. Donc, la date de référence de l'année dernière, c'est votre date de déclaration plus 6 mois, la fin de la période de détention obligatoire. Entre ces deux dates de référence, il va y avoir une période. Donc, c'est une période qui peut être de 12 mois, mais qui peut être d'une durée différente, de 10 mois, 14 mois. Et dans cette période, on va regarder si vous avez vendu des animaux qui auraient pu être éligibles, c'est-à-dire qui ont plus de 16 mois et qui ont été présents 6 mois sur l'exploitation et qui n'étaient pas éligibles l'année dernière. Donc, si c'est le cas, ces animaux vont être aussi primés, ils seront rajoutés au nombre d'animaux présents à la date de référence. Et quand on parle d'animaux vendus pendant la période de référence, on parle d'animaux vendus pour l'abattage. Tous les animaux qui sont vendus vivants, par exemple une génisse prête, ne seront pas concernés par cette aide couplée bovine. Voilà. Donc, ça fait des paramètres supplémentaires. Et du coup, on a beaucoup de paramètres pour déterminer quelle est la meilleure période où on va avoir le plus d'UGB primable. Donc, c'est pour ça que nous, le CERF France a acheté donc un programme. Et donc, nous, on utilise un outil informatique pour calculer cette période pour les exploitants qui nous le demandent, dans le cadre de nos simulations des aides-PAC. Voilà. Les UGB, c'est aussi un UGB, c'est un animal qui a plus de 24 mois. Un animal qui a entre 16 mois et 24 mois, entre 6 et 24 mois, c'est 0,6 UGB. Donc, quand on parle d'un montant de 110 € par UGB, c'est par exemple, si on a un animal qui a 18 mois, ça va être 110 € fois 0,6. Voilà. Donc, il y a un impact possible de la date de déclaration sur le nombre d'animaux qui vont être éligibles sur votre exploitation. Voilà. Alors, comment on calcule? Donc, un petit tableau. Pour connaître, d'abord, on détermine quels sont les UGB, quels sont les animaux qui rentrent dans le cadre. Après, on va les classer mâles ou femelles. Les mâles, en fait, quelle que soit leur race, ils peuvent être éligibles à l'UGB prix fort dans la limite du nombre de mères. Hein, c'est-à-dire, si vous avez 60 vaches laitières ou vaches allaitantes, vous pourrez avoir 60 mâles, quelle que soit la race, qui pourront être éligibles. Par contre, les femelles,
On va uniquement retenir les femelles de race viande ou croisée viande. Croisée viande, pour cette aide PAC, ça veut dire qu'un des parents est de race viande. Et donc, en fait, on va aller regarder sur l'historique sur la BDNI, en fait, et on va aller faire le classement. Et donc, ces femelles, une fois qu'on les a identifiées, elles ne seront éligibles que dans la limite de 2 fois le nombre de veaux sevrés de race à viande. Alors moi, ce matin, j'ai fait une simulation pour un exploitant, un éleveur, qui est éleveur laitier, mais il croise Montbéliard blanc-bleu belge. Et en fait, il avait gardé quelques veaux de lait de race blanc-bleu belge ou de race croisée, Montbéliard blanc-bleu belge. Et du coup, il a récupéré 4 UGB prix fort. Et le reste était, tous ces animaux étaient classés en UGB prix faible, avec le plafond des 40 UGB. Les plafonds, ils s'appliquent avec la transparence GAEC. Voilà. Et donc, toutes les femelles viande ou croisées viande, mais qui sont en dessous du nombre de veaux sevrés de race viande, ou les femelles laitières ou mixtes, vont rentrer dans la catégorie des UGB faibles. Voilà. Alors, les surfaces fourragères, ce fameux plafond des 1,4 UGB par hectare de surface fourragère, il va se calculer différemment selon que vous soyez demandeur d'ICHN ou pas. Pour les demandeurs d'ICHN, ça va être le même calcul que pour le chargement ICHN, c'est-à-dire qu'on va prendre les surfaces en céréales autoconsommées et on va les rajouter à toutes les surfaces en herbes et en légumineuses fourragères. Les prairies temporaires de toutes sortes, les prairies permanentes, tout ce qui ressemble à de l'herbe, plus les légumineuses et qui produit, y compris la part de surface d'estive. Et on va rajouter les céréales, le maïs en silage, on le multiplie par 1,4 et on a notre plafond. S'il est au-dessus de 120, ben, on l'abandonne, enfin, sauf si on a un GAEC. Et s'il est en dessous, non, même si on a un GAEC, parce que de toute façon, ça va être multiplié par le nombre d'associés, donc tous les plafonds. S'il est au-dessus de 120, eh ben, on va garder 120 UGB. Et s'il est en dessous, en fait, ça va être le nouveau plafond. Pour les non-demandeurs d'ICHN, le plafond il va être calculé en retenant uniquement le maïs ensilé et le métail fourragé, en plus bien sûr de l'herbe et des légumineuses fourragères, c'est-à-dire que les céréales autoconsommées sont exclues. Voilà. Si on a des systèmes mixtes, bovin ovin et bovin caprin, en fait, on va 100% de la surface fourragère est prise en compte pour le calcul du plafond de l'aide bovine. Les critères d'éligibilité du demandeur, c'est 5 UGB bovines à la date de référence minimum. Et bien sûr, être agriculteur actif. Donc ça, c'était pour ces slides, c'était pour vous expliquer que la date de référence, on l'a calculée en fonction de la période de déclaration. C'était 6 mois après. Et donc là, on avait notre ordinateur, par exemple, il calculait un nombre d'UGB fort potentiel afin de déterminer à quelle date on avait intérêt à faire la déclaration d'aide bovine. Voilà. Alors, la suite. On a une aide couplée végétale, je vais très vite. Aide couplée végétale, aide légumes, petits fruits. Elle vise des surfaces en fruits et légumes et exploitation maraîchage, on va dire quasiment exclusivement, puisque la superficie minimum est de 0,3 hectares et la superficie maximum de SAU est de 3 hectares. Culture sous tunnel éligible, culture hors sol non éligible. Alors, les aides du second pilier. Pour l'ICHN, on aura les mêmes conditions qu'actuellement. Donc, pour le bio, on a une augmentation de l'enveloppe, une augmentation du montant pour les grandes cultures. Les conditions sont inchangées. On n'a plus l'obligation de rotation avec les grandes cultures pour les légumineuses, qui posaient quelques soucis. Voilà. L'assurance récolte, c'est pareil. On a une augmentation du fonds alloué à l'assurance qui passe donc de 186 millions d'euros, mais surtout, on a un projet de loi national qui va venir compléter cette enveloppe. Et alors, je peux peut-être aller voir. Alors, attends. Je peux vous montrer
Rapidement, il est où? Voilà. Est-ce que je peux partager? Est-ce que j'ai partagé l'écran là? Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, clac. Je vais très rapidement. Ça doit être ça. Là. Alors, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Voilà. On a avant, on avait deux dispositifs qui se maintenaient. On avait l'assurance récolte multirisque et les calamités agricoles. Et la nouvelle réforme, en fait, la nouvelle réforme, alors voilà, on a un dispositif à 3 étages. Pour les risques de faible intensité, une prise en charge de l'agriculteur, on a vu, aidé par les dispositifs fiscaux style DEP qu'on a vu lors de la présentation de Gilles Perdriol. Pour les risques d'intensité moyenne, ce sera le deuxième étage, une prise en charge par l'assureur si l'agriculteur a souscrit un contrat d'assurance récolte subventionnable. Et pour les risques d'ampleur exceptionnelle, le troisième étage, ce serait une mise en place par l'État d'une indemnisation de solidarité nationale. Il faut savoir, c'est que si l'agriculteur est assuré, l'État indemnisera 90% de ce troisième étage. Les 10% restants seront indemnisés par l'assureur. Si l'agriculteur n'est pas assuré, l'État indemnisera 45% de ce troisième étage en 2023, le reste étant à la charge de l'agriculteur. Cela diminuera les années suivantes, 40% en 2024, puis seulement 35% en 2025. En fait, l'idée, c'est de vous inciter à souscrire un contrat d'assurance pour, en fait, mutualiser les risques. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un document qui vient de la DDT et qui pourrait être mis, donc, en support. Par exemple, on a voilà, sur les grandes cubes, attendez, voilà. C'est là où on voit l'ancien dispositif. Cette nouvelle règle, elle va pousser à vous assurer pour que, en cas de sinistre important, vous puissiez être mieux dédommagé. En cas de sinistre, en fait, vous seriez dédommagé selon le niveau du sinistre, au-delà de 20% de perte, c'est l'assureur qui prend le relais et après, c'est l'État. Mais quelqu'un qui n'est pas assuré ne sera pas indemnisé dans les mêmes proportions. Voilà. C'est l'idée que je voulais partager avec vous. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aller plus loin. Et on va pouvoir mettre le document en ligne parce qu'il est assez complexe. Je suis désolée, hein, c'est très frustrant pour moi aussi, mais je ne peux pas faire mieux. Hop. Alors, je vais repartir. Alors, je voudrais récupérer en partage. Je cherche mon document. J'ai arrêté le partage. J'ai arrêté le partage. C'est bon. Tac. Voilà. On va Là, refaire on va refaire partager. le PowerPoint, c'est ça? Ouais, voilà. Hop. Et je vais reprendre ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'était le petit paragraphe sur l'assurance. Ça, on l'a vu. Rappel, le crédit d'impôt bio, le cumul du crédit d'impôt de 3 500 € avec les aides CAB va passer de 4 000 € à 5 000 €. Alors, pareil, sur les MAE, je vais être obligée d'aller très vite. Donc, je suis désolée, j'ai rien prévu pour la Drôme. Déjà, pour souscrire une MAE, souvent, il faut une zone. Il faut déjà avoir, il faut qu'il y ait un zonage qui ait été identifié sur lequel il va y avoir un cahier des charges. Donc, nous, ici, j'ai fait la liste des 5 zones qui existaient déjà et qui ont été retenues actuellement, qui sont donc les périmètres qui ont été retenus pour les nouvelles MAEC. Donc, ça veut dire que vous avez dû être contacté si vous êtes dans ces zones. Il doit y avoir des réunions.
Donc, je vous invite à y aller pour pouvoir voir si vous avez des mesures qui peuvent être intéressantes sur votre exploitation et comment y parvenir. Il va y avoir aussi des MAE forfaitaires gérés par les régions, dont une MAE transition des pratiques. Ce qui est important, c'est que celle-ci n'est pas zonée, c'est-à-dire que n'importe quel exploitant va pouvoir y accéder. Je vais aller directement sur cette MAE transition des pratiques. Donc chaque MAE c'est un contrat qui peut durer, qui est 5 ans minimum, voire avec des prolongations jusqu'à 7 ans. Donc c'est un engagement que vous prenez et qu'il faut tenir sous peine de rembourser, le contrat. Donc cette MAE forfaitaire transition des pratiques, j'attire votre attention parce qu'elle peut être intéressante. Il y a un volet environnemental obligatoire avec des volets économiques et social facultatifs. L'exploitation s'engage sur une thématique au choix, si activée par la région. Donc une stratégie phytosanitaire, baisse de l'indemnité de fréquence de traitement d'au moins 30%, un bilan carbone, réduction minimum de 15%, une amélioration de l'autonomie protéique des élevages, donc avec atteinte d'au moins 2 des valeurs cibles sur les 4 blocs techniques qui sont les suivants: accroissement de la part de surface d'intérêt protéique fourragère, amélioration des pratiques d'élevage, accroissement de la production fermière de concentré, réduction de la dépendance aux protéines bateaux. Donc là, l'enveloppe peut être de 18 000 € par exploitation. Donc je vous invite, si vous êtes dans des projets qui concernent l'amélioration protéique et l'autonomie protéique de vos élevages, vous pouvez vous informer un petit peu plus en téléphonant donc à chaque CER. On a un conseiller qui est référent, qui pourra vous renseigner, ou la chambre d'agriculture, les conseillers environnementaux. Donc ça, c'est pour la MAE transition des pratiques. Donc, si vous vous intéressez à une MAE, que devez-vous faire? Donc, vous regardez donc si elle se situe dans une zone, si c'est une MAE zonée. Si elle ne l'est pas, donc ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Prendre connaissance du cahier des charges, évaluer les changements nécessaires à envisager sur mon exploitation, me tenir au courant de l'avancée des travaux de l'opérateur du projet, participer aux réunions et en fait, il faut souscrire la MAE au moment où le train passe. Donc on a des MAE qui vont démarrer en 2023, donc il faudra les souscrire en même temps que la déclaration PAC. Et peut-être qu'après vous aurez une deuxième porte d'entrée en 2024, mais peut-être qu'en 2025, si vous souhaitez souscrire ce contrat, ce sera trop tard. Et donc le diagnostic agroécologique nécessaire à la souscription de ce contrat sera à déposer au plus tard au 15 septembre 2023. Et dans les 2 années suivantes, il faudra suivre une formation. Voilà. Alors la conditionnalité qui est renforcée, c'est le gros morceau de cette réforme. Donc déjà, toutes les exigences qui existaient dans le paiement vert sont donc intégrées à la nouvelle conditionnalité, donc à savoir le maintien du ratio régional des prairies permanentes. Donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va comparer l'ensemble des surfaces de prairies permanentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va les comparer avec le niveau de 2018. Sur l'ancienne réforme, on les comparait avec le niveau de 2012. On a aussi le non-labour et conversion des prairies sensibles qui existaient déjà. Les 5% minimum de SIE ont été transformés en BCAE 7, rotation des cultures, et ainsi que la diversité des assolements. Notre attention va être portée sur la BCAE 6, interdiction des sols nus durant les périodes sensibles d'hiver pour les zones, donc qui est étendue aux zones non vulnérables, et à la BCAE 8, qui est un pourcentage minimum d'éléments ou surfaces non productifs, toujours nos SIE sans les éléments productifs, donc nos haies, nos bosquets, nos jachères, et le maintien des éléments du paysage avec une interdiction de coupe des haies et des arbres qui est élargie. Voilà. Donc la BCAE 1, le maintien des prairies permanentes, on l'a vu, le seuil est abaissé. Toutes les exploitations sont concernées, y compris les exploitations d'agriculture biologique.
Les bancs tampons le long des cours d'eau, les bancs tampons sont maintenus. Il y a un élargissement aux fossés et canaux. Donc, ce sont les fossés avec des cartographiés et les canaux d'irrigation avec des écoulements. Ce ne sont pas tous les canaux. Ce sont les canaux donc cartographiés sur les cartes IGN et avec des écoulements réguliers. Donc, il y a une exigence d'une bande tampon obligatoire. Alors, 1 mètre de large, moi je dirais peut-être plus. C'est pas encore, faudra être vigilant là-dessus parce que la réglementation, c'est en fait l'application. Ce qui est dit dans la fiche du ministère, c'est l'application de la réglementation de la ZNT. Donc, nous en Isère, c'est 5 mètres, avec interdiction d'usage de produits phyto et fertilisants. Donc, il faudra être vigilant sur la nouvelle réglementation des ZNT, des zones non traitées, qui va peut-être sortir. Donc, la dernière, elle date de 2020. Si on a une mise à jour de la réglementation, ça sera par département. Donc, ça sera, et donc ça sortira courant d'année. Nous, pour l'instant, celle qui s'applique en Isère, donc on ne parle pas des 1 mètre, on parle de 5 mètres. Sur les prairies sensibles, on a un dispositif existant, actualisation, pour tenir compte de l'évolution de la zonage Natura 2000. Et donc, interdiction stricte de labour des prairies sensibles. Donc, les prairies sensibles, si vous en avez sur votre exploitation, sur Télépac, vous pouvez le savoir, elles apparaissent en rose si vous cochez la case des couches prairies sensibles. La couverture des sols. Donc, ça, c'est une nouveauté. Donc, ce qui ne change pas, c'est que dans les zones vulnérables, il y a une mise en place d'un couvert automnal sur les terres arables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui répond aux réglementations de la loi sur l'eau. Et entre autres, il y a à l'intérieur les cultures SIPAN. Hors zone vulnérable, il va y avoir l'obligation d'une mise en place d'une couverture des terres arables pendant 6 semaines au moins entre le 1er septembre et le 30 novembre. Donc, ce matin, en creusant un peu avec un client, je me suis aperçue que, en fait, cette mise en place d'une couverture des terres arables pendant 6 semaines, elle était obligatoire sur les intercultures longues. C'est un petit détail qui est inscrit dans la fiche du ministère et qui n'a pas été reporté sur le slide. En fait, sur les intercultures courtes, par exemple, j'ensile un ensilage de maïs au 15 septembre et au 15 octobre, je vais semer une céréale. Là, on est dans le cadre d'une interculture courte. Donc, de même, en zone vulnérable, on n'a pas de culture intermédiaire à mettre. On n'a pas de couvert automnal à implanter pour 1 mois. Et là, donc, ça ne s'appliquera pas. Par contre, sur une interculture longue, par exemple, derrière mon maïs, je prévois une culture de printemps. Là, il va falloir qu'entre le 1er septembre et le 30 novembre, on ait une couverture. Et donc, des terres arables. Donc, cette couverture peut être un semis, mais aussi des repousses, un mulch, des cannes ou des chaumes du précédent cultural. Sur la BCAE 7, donc, on a 2 mesures, diversité et rotation des cultures. On a le critère annuel, c'est-à-dire sur 35% des terres arables cultivées, je voudrais dire cultivées annuellement. C'est-à-dire, on enlève les prairies temporaires, on enlève la luzerne et les fourrages qui durent et les jachères. Donc, ce sont les terres arables cultivées annuellement. Là-dessus, on applique un taux de 35% et donc on obtient le nombre d'hectares sur lequel on doit avoir une rotation annuelle. Si cette rotation annuelle n'est pas possible, il faudra prévoir une culture secondaire. Donc, cette culture secondaire, elle devra être implantée entre la période du 15 novembre et du 15 février au minimum. Donc, cette culture secondaire, donc la liste des variétés éligibles sera fixée par réglementation nationale, je ne la connais pas encore. Le couvert doit être semé. Vous voyez, à la différence de la BCAE 6, où on ne parlait pas de culture secondaire, on parlait de couvert végétal. Donc là, les cannes de maïs, les chaumes, le mulching, les repousses du précédent cultural ne seront pas acceptées. Donc cette culture, elle doit rester suffisamment longtemps pour être considérée comme une réelle rotation des cultures. On est plus que sur les 6 à 8 semaines des cultures dérobées. Et la culture principale de l'année suivante ne peut être la culture secondaire. Hein, notre culture secondaire, un mélange raies-gras-trèfle, ça ne sera pas la prairie temporaire de l'année suivante, c'est interdit. Les intrants,
ainsi que les produits phytosanitaires, par contre, sont autorisés. Le couvert peut être valorisé en fauche ou pâture. Voilà, donc ça, c'est la culture secondaire. Pour respecter le critère annuel de la BCAE 7, là-dessus, on a une dérogation pour cette année. Par contre, on a un deuxième critère pluriannuel qui sera examiné en 2025, mais 2023 va déjà compter, puisqu'on va regarder en 2025 si sur 2025 et les 3 années précédentes, 2024, 2023 et 2022, il faut justifier que pour chacune de vos parcelles de terres arables cultivées, il y ait au moins 2 cultures principales. Donc là, on est sur une traçabilité à la parcelle. Hein. Alors, ce matin, c'est pareil, on a regardé, c'est pas forcément 2 années, par exemple, 2 années de blé, 2 années d'orge. On peut avoir 3 années de blé et 1 année d'orge, par exemple. Hein. En fait, mais par contre, il faut que sur les 4 années glissantes, on n'ait pas 4 cultures, 4 fois la même culture. Donc, on pense bien sûr au maïs. Donc, les exploitants qui feront maïs sur maïs, donc soit ils font du maïs semence. Dans ces cas-là, ils seront exemptés d'office de cette culture secondaire. Soit il s'agit d'un maïs grain ou d'un maïs ensilage standard. Et dans ces cas-là, s'ils ne peuvent pas faire autrement sur la même parcelle que de faire maïs sur maïs, il faudra qu'ils implantent une culture secondaire. Chaque année, sur cette parcelle, sur les 4 années, et donc exceptionnellement, 2022 est réputé respecté, bien entendu. Voilà. Les histoires de points que vous voyez sur le PowerPoint, ça ne s'applique pas à notre région. Alors, on aurait dû le voir plus tôt, mais on peut avoir des exploitations qui sont exemptées de l'application des BCAE 7. Il s'agit des exploitations qui ont moins de 10 hectares de terres arables. Donc là, les terres arables, c'est toutes les terres arables. Hein. L'histoire des terres arables qui concerne uniquement les cultures annuelles, c'est pour le calcul de l'application des 35% pour l'application du critère annuel. Maintenant, quand on va parler de terres arables, globalement, 10 hectares ou moins de 10 hectares, là, c'est l'ensemble des terres considérées comme terres arables, c'est-à-dire qui ne sont pas des prairies permanentes ni des plantations pérennes. Si l'exploitation est 100% en bio, elle est exonérée, elle est exemptée. De même, si l'exploitation a 75% de ses terres arables dédiées à l'herbe, fourrage herbacé, donc par exemple prairie temporaire, légumineuse ou jachère, elle est exemptée. Ou alors, si l'exploitation a 75% de sa SAU en prairie permanente, elle est exemptée. Vous noterez que, en fait, pour le calcul des 75% de la SAU, on ne rajoute pas les prairies temporaires aux prairies permanentes. Sur la BCAE suivante, sur la BCAE 8, dans les conditions d'exemption, voilà, si on va sur la BCAE 8, si vous regardez en bas, dans les conditions d'exemption, elles sont un peu différentes parce que là, on vous autorise à cumuler les prairies temporaires aux prairies permanentes pour regarder si vous rentrez dans une condition d'exemption au niveau de la SAU. Et on va aussi pouvoir utiliser les prairies permanentes pour regarder si vous rentrez dans les conditions d'exemption au niveau des terres arables. Une petite différence. Et on a toujours l'exemption des moins de 10 hectares de terres arables. Par contre, les bio, vous remarquerez que pour la BCAE 8, qu'on va détailler tout de suite, là, les exploitations bio ne sont pas exemptées, alors qu'elles le sont pour la BCAE 7. Voilà. Donc, cette fameuse BCAE 8 qui nous pose quelques problèmes. D'abord, donc on a une triple exigence. D'abord, le maintien des particularités topographiques, c'est-à-dire qu'on a des règles sur des haies, avec l'interdiction de les arracher. Donc, on parle d'un arrachage à blanc. On a une permission de les couper, mais il faut qu'elles repoussent. Il faut qu'on maintienne les différentes strates herbacées qui servent d'abri donc à la biodiversité. Alors, sur les maintiens des particularités topographiques, on a entre autres les règles de la taille, interdiction de taille, qui sont élargies du 16 mars au 15 août, alors qu'auparavant, on les avait du 1er avril au 31 juillet. Donc là, on va parler de la taille des arbres et des haies.
Par contre, l'interdiction d'arrachage, il ne concerne que les haies et les bosquets. Alors, donc, la deuxième exigence, c'est d'avoir au moins sur l'exploitation 4% de ces terres arables en IAE, donc en équivalent une surface des infrastructures agroécologiques et jachères. Ça veut dire qu'on va additionner vos haies, vos bosquets, vos arbres alignés, vos arbres, vos bordures sans production et vos jachères. Donc, on va les transformer en équivalent surface, on va additionner les jachères et on va regarder si l'ensemble correspond à 4% de vos terres arables. Alors, si ça ne marche pas, il y a une deuxième porte d'entrée, c'est de proposer 7% des terres arables en IAE jachère et dérobées et cultures fixatrices d'azote. Mais il faut quand même atteindre au moins 3% de votre surface en terres arables en infrastructure agroécologique et jachère. Donc, nous, en Isère, c'est une contrainte forte et beaucoup d'exploitations n'atteignent pas ces 3%. Donc, du coup, elles ne respectent pas la règle de conditionnalité et elles pourraient être pénalisées en cas de contrôle. Donc, la pénalité, c'est-à-dire qu'il y a un montant entre 1, 3, quelques pourcentages qui va être appliqué sur l'ensemble de leurs aides. Donc, pour respecter ce pourcentage des 3% et après atteindre les 7% en rajoutant des plantes fixatrices d'azote ou des cultures dérobées, en fait, on peut soit rajouter de la jachère, soit planter des haies. Ce matin, avec un exploitant, on est allé délimiter. Il avait des terres arables qui étaient bordées de forêts. Et donc, en créant des bordures sans production le long des forêts, on est arrivé à atteindre les 3%. Donc, sans rajouter de jachère. Donc, sur les jachères, j'attire votre attention sur les jachères. Alors là, on a le barème. Vous voyez, c'est là où on voit que 1 mètre carré de jachère égale 1 mètre carré d'équivalent surface équivalente IAE. Les jachères mellifères, on a un coefficient de 50% supplémentaire. Donc, on a les arbres isolés, les haies, bien sûr. Donc, les haies, avant, on avait, pour avoir 1 hectare d'équivalent de surface équivalente IAE, il fallait 1000 mètres de haies. Maintenant, 500 mètres de haies suffisent. Cet été, donc, le barème a été revu à la baisse. Alors, sur les jachères, j'attire votre attention sur parce qu'il y a un changement, donc j'en ai parlé tout à l'heure. On avait 3 codes de jachère utilisés dans la déclaration PAC. On avait, alors ce n'était pas la JA5, c'était la J5M. Donc, en fait, on n'aura plus qu'un seul code, ça va devenir le code JAC, JAC. La J6S, qui étaient les jachères qui avaient plus de 6 ans, mais qui étaient utilisées en SIE. Donc, elles pourront devenir des codes JAC, donc être maintenues en jachère, donc éligibles à la BCAE 8, à condition, donc même si elles ont plus de 6 ans, à condition soit que l'exploitation choisisse la voie des IAE dans ces écorégimes, donc pas sûr que ça marche, ou alors, ce n'est pas écrit dans le diapo, mais à condition de les utiliser pour les BCAE 8. Et après recherche, je viens de trouver, donc dans ces cas-là, il faudra que la jachère elle soit présente au 1er mars et pas au 1er mai. C'est-à-dire, en fait, vous ne pouvez pas prendre une prairie temporaire et dire je vais faire une coupe et après je la mets en jachère jusqu'à la fin de l'année et en fin d'année, je la récupère en prairie temporaire. En fait, votre jachère, elle doit être jachère dès le 1er mars. Donc, dans ces cas-là, une jachère qui était une ancienne J6S qui servait pour votre taux de SIE pour le paiement en vert pourrait être transformée en code resté en jachère. Sinon, elle partira en prairie permanente, comme les J6P qui étaient déjà des jachères qui avaient plus de 5 ans. Donc, on avait toute surface qui présente plus de 5 ans de succession de couverts enherbés devient de fait une prairie permanente.
Et donc, vous ne pouvez plus l'utiliser en jachère pour atteindre le taux des 3% ou des 4% d'IAE afin de remplir les conditions de la BCAE 8. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que les surfaces enherbées des vergers comptent pour la surface herbe pour les bovins? Est-ce que la surface enherbée des vergers compte pour la surface herbe pour les bovins? Je pense que ça va dépendre comment on va les déclarer. Alors, alors si, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si effectivement vous faites une production d'herbe et que vous déclarez sur votre parcelle, hein, vous tracez des bandes, et ces bandes-là, vous les déclarez en prairie temporaire, d'accord? Bon, c'est assez fastidieux à faire, mais pourquoi pas? Donc, vous avez peut-être des bandes de, je ne sais pas, quelques mètres, 2 mètres, 3 mètres, qui est déclarée en prairie temporaire. Ça veut dire qu'il y a une production d'herbe, hein, sinon ce n'est pas une prairie temporaire. Dans ces cas-là, je dirais oui. Mais si, en fait, il s'agit, vous les déclarez, donc en fait, on a des codes où on déclare comme ça quand il y a une culture principale avec une culture secondaire. Dans ces cas-là, on va avoir, oui, bah, par exemple, si c'est broyé, on va avoir ce qu'on appelle, un code avec double culture. Donc on va avoir, une partie de la superficie qui va être affectée. Voilà. La personne peut me laisser son mail et je peux éventuellement creuser pour, faire une réponse un peu plus précise sur les codes. Parce que là, j'ai pas le temps d'aller, regarder la liste des codes culture, qu'on nous a, donc on nous a communiqués pour voir si ces doubles codes, qu'on utilisait quand il y avait, par exemple, dans une plantation de noyer, on avait un semis de maïs, si ces doubles codes existent toujours. Dans ces cas-là, on avait la superficie de la parcelle qui était affectée, on mettait les 2 codes et on renseignait qu'il y avait 2 cultures différentes sur un code spécifique et donc la superficie de la parcelle, elle était divisée en 2 ou en 2 ou sur des proportions différentes selon, ce qu'on renseignait. Donc en clair, l'enherbement des plantations pérennes, ça va dépendre si c'est un enherbement qui est juste broyé ou s'il y a une production d'herbe et que vous souhaitez le faire passer donc pour un enherbement, plus important, donc de prairie temporaire. On va traiter en fonction du code qui va être utilisé. Donc voilà, je prends votre mail et je vous répondrai, plus distinctement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et alors, donc en résumé, voilà. Et ben, on a fini. Il nous reste quelques donc il me reste à parler ah oui, quand même. On a aussi dans la conditionnalité, on a ce qu'on appelle une nouvelle conditionnalité sociale. Elle va concerner les employeurs de main-d'œuvre, salariés. Donc à partir du moment si en cas de contrôle, il s'avère qu'il y a non-respect des règles du droit du travail, en fait, l'exploitation sera soumise à une pénalité de la même façon que pour la conditionnalité, agricole, en fait, l'autre conditionnalité. La grille n'est non connue à ce jour. On a, mise en œuvre donc, à partir de 2023, je vous en ai parlé, mise en œuvre du système de suivi des surfaces en temps réel. Donc ce qui est important, c'est de surveiller donc, après votre déclaration PAC au mois de mai, à partir du 15 mai, si vous êtes contacté par mail, par votre DDT, même dans une période qui est très chargée pour vous en travail, il faudra être vigilant de pas ignorer ce message, pour pouvoir y répondre. Donc il va vous permettre, d'aller, donc on va vous proposer, donc d'aller faire une photo, donc sur une parcelle où le contrôle à distance, donc par les personnes de l'ASP n'est pas assez, précis.
et on va vous proposer donc d'aller photographier pour apporter de la précision et éviter qu'un contrôleur se déplace. Donc, l'avantage de ce dérangement dans une période où vous allez être chargé en travail, c'est que vous allez pouvoir, ce qu'on appelle l'application d'un droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir sur le dossier, en fait, jusqu'à l'instruction du dossier. Alors, je m'explique, par exemple, il y a une parcelle, vous avez déclaré en maïs ou en tournesol, et les conditions météo ont fait que ça n'est pas sorti, vous n'avez pas pu le semer. Dans ces cas-là, on va pouvoir aller le modifier directement. Ou de la même façon, enfin voilà, il y a eu une erreur sur la déclaration ou une modification, enfin, ou voilà, tout ce que vous allez pouvoir modifier. Avant, à partir du 15 mai, on avait des pénalités. Si on reprenait le dossier et qu'on faisait une nouvelle signature, on pouvait faire quelques modifications de façon manuelle. Notamment, on le faisait beaucoup sur les cultures dérobées. Dorénavant, on va pouvoir modifier le dossier, on va dire, tout au long de la période d'instruction, jusqu'à l'instruction, bien entendu. Ça va pouvoir s'appliquer aussi en l'absence de contrôle. S'il y a eu un contrôle, il y aura une modification, qui va se faire, directement, et dans ces cas-là, vous ne pourrez pas remodifier le dossier derrière. Voilà. Donc, comment ça va se passer après votre déclaration PAC? On a déjà, on a une expertise humaine qui se fait par les instructeurs de l'ASP avec, des demandes de photos géolocalisées et ou déplacements sur le terrain et modifications possibles sur une période plus longue, sans impact financier, donc sans les pénalités que nous avions donc, actuellement. Voilà. Donc il faudra télécharger, une application qui s'appelle Télépack Géophoto sur votre smartphone ou le faire télécharger par quelqu'un de votre connaissance qui maîtrise, l'outil. Les contrôles sur place resteront pour les effectifs animaux, tout ce qui touche au taux de chargement, aux zones de densité herbagère, aux bandes tampons. Voilà. Alors, les modifications de la déclaration, elles pourront être réalisées directement sur Télépack à l'initiative de l'agriculteur. Hein, pour des modifications sur des couverts qui ont des difficultés à lever, des cultures dérobées implantées sur d'autres parcelles. Et elles pourront aussi être réalisées directement sur Télépack à la demande de l'administration. Voilà. Donc en conclusion, le verdissement de la PAC continue dans cette réforme. Les haies et autres éléments du paysage, les prairies, les rotations des cultures. Donc on va vers une PAC qui veut beaucoup d'herbes, qui veut aussi des plantes productrices d'azote. Les sols nus sont de moins en moins tolérés. Implantation de cultures secondaires, là je pense à la BCAE6. Les aides bovines, vigilants sur la date de la déclaration, notamment pour les gros troupeaux, hein, où on peut vous accompagner avec un simulateur qui retrace l'historique sur 3 ans, et même qui peut faire une prévision s'il y a un gros changement dans la structure de votre troupeau. Les MAEC, il y a des opportunités, donc on est quand même sur de nouveaux contrats qui sont ouverts. Attention, souvent le contrat il est ouvert 1 année, 2, et après il est fermé. Donc n'attendez pas trop quand vous avez connaissance qu'il y a un programme de MAE qui concerne votre exploitation, ou si vous êtes dans la bonne zone pour vous renseigner, pour souscrire le contrat. Après, il sera trop tard, et donc on a des MAE qui sont non zonés, hein. J'ai pas parlé de la MAE API qui a changé un petit peu. Là aussi, je peux, si quelqu'un veut bon, j'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais que, bon, si quelqu'un, il faut qu'il me donne son mail et je lui enverrai des informations. HVE bilan carbone, vous pouvez contacter nos conseillers spécialisés. Donc là, il y a les contacts, et donc le CERFRANS est doté d'un simulateur afin de vous permettre de vous aider à identifier les enjeux sur votre exploitation, et donc vous contactez un de nos conseillers PAC dont je fais partie. 19h19. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Vous pouvez nous transmettre les différents PowerPoint par Bien sûr, oui, bien sûr, ça sera fait. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être prendre quelques minutes supplémentaires pour vous partager un autre document. Voilà.
Donc, j'ai réalisé un petit agenda qui permet de centraliser un petit peu les dates d'interdiction, les dates importantes, et on pourra vous le transmettre aussi. Voilà. Donc, on a aussi la BCAE 5 dont on n'a pas parlé, qui parle du travail des sols sur les pentes, donc avec un labour interdit dans certaines conditions, notamment les sols qui ont des pentes de plus de 10%. Sur les BCAE 6, donc on résume aussi, donc sur les zones vulnérables, on parle des 6 pans, de couverture longue sur les intercultures longues, de couverture de 8 semaines. Et donc, sur les zones hors zones vulnérables, on est sur des couvertures de 6 semaines, mais qui concernent aussi des intercultures longues et qui sont à implanter entre le 1er septembre et le 30 novembre. Donc, c'est ce qui est en jaune. Sur la BCAE 7, donc, pour la rotation annuelle, si vous ne pouvez pas respecter les rotations, il faut des semis de culture secondaire entre le 15 novembre et le 15 février. Sur la BCAE 8, j'ai rappelé l'interdiction de taille des haies et des arbres du 15 mars au 15 août. Alors, l'histoire des labours des prairies permanentes sur les écorégimes, ce que je voulais dire, c'est que le retournement d'une prairie permanente pour devenir une culture annuelle, par exemple pour mettre un maïs ou une céréale, il doit se faire à partir du 31 août pour ne pas venir, on va dire, fausser le calcul des retournements de prairies permanentes pour réimplantation. Et donc, vous retrouvez dans un cas où vous perdriez l'accès à l'écorégime. D'accord? Le retournement, donc je l'ai mis en dessous, d'une prairie permanente pour réensemencement est possible toute l'année, mais attention de rester inférieur aux 10% si vous voulez garder l'accès à l'écorégime niveau 2. Voilà. J'ai mis quelques rappels sur les jachères. Donc, en mode standard, la jachère nécessite une présence obligatoire au 31 mai et au 31 août. Donc là, on a déjà 3 mois. Et donc, la présence obligatoire doit être de 6 mois avec ces 2 périodes à l'intérieur. Avec, je pense que ça va exister toujours, il y avait une interdiction de broyage pendant 40 jours entre le 1er mai et le 1er juillet. Voilà, je vous ferai passer ce document aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous remercie de votre attention. Je sais que ça a été très vite, j'en suis désolée. Donc je reste disponible à des questions personnalisées par mail. Et donc le mail, normalement, figure peut-être dans la conversation. Voilà. Donc je vais mettre fin donc, à cette visio. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir répondu déjà à quelques-unes des questions. À bientôt.